Mesdames et messieurs, ravi de rester en notre compagnie. Merci de nous rejoindre pour ce forum d'échange. Ça se discute. Nous allons parler principalement de la baisse tendancielle des produits de consommation. L'Institut national de la statistique et de la démographie a publié il y a quelques jours l'indice harmonisé des prix à la consommation pour le compte du mois de juin 2024. Et on peut noter une légère baisse de l'indice. Donc cette moyenne pondérée suite à des relevés sur toute l'étendue du territoire. Ainsi, on peut parler de quelques produits de première nécessité. À Cotonou, par exemple, la moyenne de vente du prix au kilo du maïs s'est relevé à 365 francs. Pendant qu'à Porto-Novo, Parakou, Natitengu, Boycon, Lokosa, le kilo est respectivement cédé à 330 francs, 297 francs, 289 francs, 312 francs et 427 francs. Le prix moyen de vente est donc autour de 337 francs CFA, ne serait-ce que pour le maïs. Le prix du kilo de haricots blancs continue. Cette spéculation, par contre, ne montre pas de signe de baisse. Ils sont tout le plus élevés à Parakou et autour de 1000 francs le kilo par rapport au prix moyen fixé à 851 francs. Voilà, nous allons nous appesantir sur ce sujet avec nos invités de ce soir. Mohamed Liamidi, analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Bonsoir. Bonsoir François Xavier, bonsoir au plateau, bonsoir aux téléspectateurs. Razak Adjobo, juriste, bonsoir. Bonsoir Francis, bonsoir Xavier, bonsoir les téléspectateurs. Julien Kitty devrait nous rejoindre d'un moment à un autre. Julio Tometi s'étant excusé par ailleurs. Voilà. Mohamed Liamidi, est-ce que pour vous, au-delà, c'est pas le premier mois où on observe une baisse du prix des produits de première nécessité, comme on aime à les appeler, qu'est-ce que traduit pour vous ce relevé de l'INSTAB? Merci. Et d'abord, je vous dirais encore merci. Je vous dis d'abord merci d'avoir amené cette question ce soir parce que, à mon avis, elle est importante. Elle est importante dans la mesure où il y a quelques mois seulement ici, il y a environ 3-4 mois, l'actualité était focalisée, enfin ce qui faisait le sugar de l'actualité, c'est la hausse des prix des produits céréaliers, donc des produits de première nécessité. Hygiène de consommation. Voilà, donc c'était ça en fait l'actualité il y a quelques mois. C'était et ça reste un sujet préoccupant à la fois pour les consommateurs que nous sommes tous, parce que nous avons une bourse qui, elle, ne varie pas de cette façon-là, en tout cas qui ne s'élève pas de cette façon-là. Et sujet préoccupant également pour les dirigeants qui définissent la politique du pays et qui sont chargés de répondre au quotidien, c'est-à-dire que les préoccupations quotidiennes des populations, donc de ceux qui le gouvernent. Donc, quand on est gouvernant, et la question de la sécurité alimentaire, c'est quelque chose de très important pour des citoyens qui doivent même vaquer à leur occupation. Chez nous, on a l'habitude de dire que, comment on dit ça déjà, et que le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, pour que les Bélois soient productifs, il faut quand même qu'ils arrivent déjà à manger. Et de ce point de vue, les produits de première nécessité sont très, très importants dans la cagnotte des Béninois. Donc, la politique les gouvernants devraient réagir et ils ont eu à prendre des mesures. Et donc, pour moi, la baisse que nous constatons aujourd'hui, qui à mon avis est progressive et va nous ramener d'ici la campagne prochaine à une stabilisation plus ou moins des prix, c'est le résultat de ces mesures prises par le gouvernement, donc par les autorités qui dirigent. C'est quelque chose de très important pour les populations qui pourront efficacement faire face à leurs besoins quotidiens
et pour les gouverneurs aussi qui sauront qu'ils ont fait ce qu'il faut pour rassurer, pour sécuriser, enfin pour qu'il y ait la sécurité du point de vue alimentaire. Donc je répète encore, c'est quelque chose de très important. Et quand on voit cela de cette manière, ça traduit, comme je le dis, l'efficacité de la mesure. Ça traduit aussi le fait que les raisons qui avaient été évoquées entre-temps pour justifier la hausse de ces prix-là sont de toute façon plus ou moins acceptables et raisonnables. Parce que dès lors qu'on a agi principalement au niveau du contrôle des produits, de la sortie des produits, je m'appelle, le 6 mai ici, il y a eu l'interdiction de l'exportation des produits céréaliers, en l'occurrence le maïs et autres. Et c'était le 6 mai. Aujourd'hui, nous sommes en juillet, disons, un peu moins de 2 mois, sinon 2 mois à peu près. Et on voit déjà que les tendances sont à la baisse sur le marché. Donc, c'est pourquoi il faut agir quand il faut agir. Et je le disais à cette époque-là. Il y a ce qu'on peut faire, c'est-à-dire que l'État peut faire quand il y a des problèmes, et il y a ce que, a priori, l'État ne pourrait pas faire. Donc, il faut apprendre à dire la vérité aux populations. Ceux qui avaient proposé comme mesure augmenter les salaires, augmenter ci, augmenter ça, ce n'est pas forcément des solutions qui sont efficaces parce que gouverner, c'est prévoir. Et s'il faut augmenter par ailleurs ces salaires-là, il faut aller chercher encore les ressources ailleurs. Et tout le monde sait comment c'est difficile. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand les problèmes arrivent, il faut que nous ayons la lucidité nécessaire. Et donc que le gouvernement, comme ils ont eu à le faire dans ce cas et dans beaucoup d'autres cas, ait la lucidité politique, je dirais, pour faire face à ces problèmes-là et prendre des mesures justes pour que, à terme, la situation soit décantée et que nous comprenions tous qu'il y a des leviers sur lesquels on peut agir et d'autres leviers sur lesquels on ne peut pas agir ou autrement agir sur ces leviers-là ne fera que créer encore d'autres problèmes qu'on sera encore amené à gérer après. Voilà, il faut rappeler que l'indice harmonisé des prix à la consommation est une moyenne pondérée des indices de 5 régions, à savoir le sud-ouest, le sud-est, le centre, le nord-est et le nord-ouest. Chaque zone est composée d'un milieu urbain et un milieu rural. Et le panier de la ménagère, tel qu'on l'a décrit, comprend à peu près 626 variétés suivies dans 1889 points d'observation. Ça, c'est pour les données statistiques qui permettent quelque peu de brasser un peu, de démontrer que voilà, ce relevé de prix est le plus exhaustif possible. Est-ce qu'on peut dire, à la lumière, au regard de ces données pour le mois de juin, que la baisse est, on va dire, enclenchée parce qu'on est encore loin des 275 ou en tout cas à Cotonou par exemple on est autour de 365 francs. On est encore, même s'il y a beaucoup de décrue, on est encore loin du prix de cession il y a encore quelques mois. Oui, la baisse est enclenchée et pour cause, vous savez, il y a des paramètres qui agissent au niveau aussi de la flambée des prix des produits et de première nécessité, surtout des produits céréaliers. C'est que lorsque ces produits sortent, premièrement, ils ne prennent pas très vite de la valeur. Mais lorsque le produit commence pas à devenir rare sur le marché, ça prend de la valeur. Et lorsque l'autre saison arrive, parce que vous voyez, nous avons déjà enclenché une nouvelle saison. Oui. Et c'est le temps que les produits comme le maïs sortent. On dit le nouveau maïs. Le nouveau maïs. Donc, lorsque le nouveau maïs veut sortir, l'ancien maïs prend du prix. Et c'est ce qui s'était passé en mai dernier. Et les gens ont cru que c'est seulement... Il y avait aussi d'autres paramètres que les gouvernants ont su agir sur ça pour que ça ne commence pas à baisser. Mais moi, je trouve que d'ici peu, le produit du maïs et des produits comme l'arachide, le soja et consorts, même pour l'haricot, vous avez dit que pour l'haricot n'avait pas chuté. Mais le produit de l'haricot va chuter bientôt parce que la nouvelle récolte d'haricots serait là. Donc, et dès que on a un différentiel de 200 francs. Lorsque ce serait là, les produits vont chuter. Donc, ça veut dire que ça s'est enclenché. La baisse des prix s'est enclenchée. Donc, on est en période de soudure. Oui, on est en période de soudure. La baisse des prix s'est enclenchée et ça va
s'accentuer. Cette baisse-là va s'accentuer avec, comment on dit, les récoltes prochaines. Puisque les récoltes sont déjà imminentes. Donc, avec les récoltes prochaines, ces baisses vont s'accentuer. Et seulement qu'il faut aussi saluer la clairvoyance du gouvernement qui a su agir sur certains paramètres pour qu'on ait cette baisse-là. Parce qu'on ne va pas mettre cette baisse-là sur le dos des nouvelles récoltes qui viennent. Parce qu'en réalité, en ces moments-ci, normalement, le prix devait encore augmenter. Parce que les nouvelles récoltes, c'est pour le mois de septembre. Donc, à 2 mois là, ça augmente. Normalement, à ce temps-ci là, ça devait augmenter. Si ça a chuté, ça veut dire que le gouvernement a fait amende honorable au niveau des, comment on dit, de sa politique de gestion de la cherté de la vie, de gestion des, comment on dit, oui, des prix des produits. C'est-à-dire en touchant si certains paramètres tels que, comment on dit, le fait d'interdire l'exportation massive, l'exportation frauduleuse aussi. Parce que c'était de l'exportation frauduleuse qui faisait que le prix augmentait ici parce que ça manquait. Donc, le fait d'interdire cela, et il y avait aussi cette affaire politique de frontières et consorts, et aussi le Naira qui a chuté au Nigeria. Tout cela avait agi sur la hausse des prix chez nous, et heureusement, saluons la clairvoyance du gouvernement qui a agi en son temps, et moi je pense que ça s'est enclenché, la baisse des prix. Voilà, Mohamed Yamidi, on a tellement parlé du maïs qu'on a oublié le gari. Je ne connais pas le prix moyen de cession de ce produit, mais cette enquête nous montre que le prix du gari s'affiche autour de 443 francs CFA, pendant que la tomate est restée à 1247 francs CFA au kilo. Oui, bon, par rapport au gari, je pense qu'il n'y a pas eu tellement de... je ne pense pas qu'il y a eu augmentation parce que le prix que vous venez d'évoquer là, ce prix-là était déjà, c'est le prix de cession sur le marché depuis depuis un bon moment, c'est le prix de cession sur le marché. Et donc, il faut aller chercher maintenant comment on appelle les raisons de cela dans d'autres... Donc, vous le dites d'expérience d'autorité. Dans d'autres paramètres pour ne pas spéculer là-dessus. Quand bien même le gari aussi fait partie de nos habitudes alimentaires les plus connues. Donc, pour moi, voilà la chose à ce niveau-là. Maintenant, là où je trouve qu'il faut maintenir, comment on appelle donc, qu'il faut maintenir le cap, qu'il ne faut pas baisser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas baisser la garde. La politique qui a consisté à ce qu'on puisse avoir cette baisse de prix, parce que il y a beaucoup de paramètres qui peuvent fluctuer pour donner l'augmentation des prix. Donc, cette politique-là, moi, à mon avis, doit être maintenue, c'est-à-dire le contrôle du stock à l'interne, ce qui veut dire donc le contrôle de l'exportation. On en est arrivé à une interdiction parce qu'il y avait une situation d'urgence, il fallait agir pour avoir un résultat dans les mois qui vont suivre. La preuve, c'est que 2 mois après, on a commencé par avoir une baisse des prix. Donc, de mon point de vue, et je pense que les dirigeants le savent, mais il est bien de le rappeler pour que tout le monde puisse être au même niveau d'information, il faut maintenir cela pour que cette hausse qu'on a eu à constater là ne survienne plus. Pour d'autres paramètres encore, qu'on soit encore amené à revenir sur les mêmes débats, à revenir avec les mêmes polémiques. Parce que déjà, on sait par où, on sait sur quel levier il faut agir pour maintenir les prix à un certain niveau. Sauf s'il y a d'autres paramètres qui, jusqu'à là, bon, je peux le dire comme ça, étaient inconnus et qui surviennent là. On peut comprendre qu'il y ait encore une augmentation des prix parce que, bon, il y a des paramètres qu'on ne prévoit pas toujours et qui peuvent arriver, qui peuvent induire cette augmentation-là. Donc, pour moi, le contrôle doit être, comment je vais dire, continu. Cette fois-ci, puisqu'il y a la nouvelle récolte, puisqu'on sait qu'avec les prévisions, la production doit augmenter, ainsi de suite,
Maintenant, il ne s'agira plus d'interdire l'exportation, puisque après tout, nous sommes dans un système libéral où les gens ont la possibilité de vendre leurs produits aux plus offrants. Il ne s'agira donc plus d'interdire l'exportation, mais plutôt de réguler ça. Mais plutôt de contrôler, de s'assurer qu'à l'interne, il y a un stock assez suffisant qui permette donc à ce que les prix soient plus ou moins stabilisés, même s'il doit y avoir des fluctuations, que ce soit de léger, compte tenu d'autres paramètres qu'on ne peut toujours pas maîtriser. Et là encore, on va continuer à faire en sorte que, comment je vais dire, je ne dirais pas qu'il y ait une stabilité totale, parce que de toutes les façons, il y a toujours des fluctuations selon le temps, selon la saison, selon la disponibilité et tout et d'autres paramètres aussi qu'on ne peut pas voir ici sur le plateau. Donc pour moi, c'est cette vision globale des choses qu'il faut maintenir, cette politique, pour qu'il y ait une sorte d'harmonisation aussi, pour que brutalement les citoyens ne soient, ou les populations ne se retrouvent pas à faire face à une situation qui devient quand même difficile à gérer, parce que quand on prend la période de soudure là, bon, vous savez, étant donné que le budget reste, quand je parle de budget, je parle de ce qui se fait au niveau des ménages, reste le même. C'est difficile un peu de faire face, seulement que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand le problème arrive, il faut avoir la lucidité nécessaire pour agir et agir efficacement. Oui, parlant des paramètres sur lesquels il faut agir, il y a le paramètre de la production intensive de ces produits de première nécessité, et qu'il faille que le gouvernement... D'ailleurs, il y a une cagnotte en conseil des ministres de 10 milliards pour appuyer donc, la production. Il faille que le gouvernement mette l'accent sur ça et qu'il trouve tous les moyens pour sécuriser cette production. Comment, s'il le faut, subventionner ces productions pour qu'on ait une production massive. Et je pense que lorsqu'on aura une production massive, on aura le stock nécessaire pour l'interne, et le stock aussi nécessaire pour l'exportation, parce que vous savez, c'est dans l'exportation qu'on a que l'État aussi va engranger des tasses, des recettes pour, comment on dit, le développement, pour le développement de la nation, pour le développement économique de notre nation. Donc, moi, j'aurais voulu bien que, comme le gouvernement a déjà prévu quelque chose pour ça, qu'il insiste un peu plus sur ce côté-là, un peu plus sur ce paramètre de production massive, et qu'il apporte toutes les conditions nécessaires aux producteurs afin que ça puisse, parce que ça là, c'est un levier qui permet de stabiliser le prix des produits sur le marché interne. Voilà, pour finir sur ce sujet, on a un taux d'inflation on a déjà un taux d'inflation l'un des plus bas de la sous-région. Cette baisse vient certainement conforter quelque peu les choix opérés par les gouvernants. Absolument, et ça participe d'une vision d'ensemble. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand on parlait de la hausse de la pollution intensive, il faut aussi contrôler, parce que si on ne contrôle pas, et que ça va forcément induire l'inflation. Or, en même temps, on cherche à contrôler l'inflation pour rester dans les normes acceptables. Dans les normes acceptables. Donc, ça reste et demeure une vision globale ajoutée l'un à l'autre pour faire un tout qui participera forcément à la satisfaction des populations par rapport aux besoins qu'elles expriment tous les jours, et auxquels, comment appelle-t-on, et auxquels les gouvernants doivent trouver solution. Du coup, il faut maintenir les acquis, c'est-à-dire que ce que nous faisons jusqu'à là, qui a marché, on maintient ça, et on regarde aussi, parce que je le dis toujours, il faut toujours chercher à évaluer, voir qu'est-ce qui a manqué jusqu'à là. Si on analyse et on voit qu'il y a des choses qui manquent et qui pourront permettre encore de faire mieux, je pense qu'il faudra aussi agir pour en arriver là. Rappeler, et comment appelle-t-on, la cagnotte de 10 milliards que le gouvernement a prévu pour intensifier encore la production au niveau des produits céréaliers. Maraîchers et céréaliers. Cette année. Ça fait toujours partie des mesures
que le gouvernement prend pour essayer de voir la chose venir et anticiper. Et là, ça va, j'estime, avec ça, on peut s'attendre à atteindre un niveau de production donné qui serait peut-être encore un niveau record de production. Cela étant, il faut maintenir le contrôle pour s'assurer que cette hausse-là va certainement profiter aux populations à l'interne avant que, par le fait que nous sommes dans un système de libéralisme économique, puisse aussi profiter aux populations des autres pays qui sont les pays frontaliers vers lesquels ces produits-là sont aussi destinés par l'exportation. Donc pour moi, voilà ce que je pense et ce qu'on peut dire par rapport à cette situation. Une fois encore, c'est qu'il faut encourager le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires et lucides, bien sûr, avec beaucoup de lucidité, j'allais dire, pour que des situations comme ça soient toujours contrôlées pour le bonheur des populations. C'est le pays qui, quand les populations sont à l'aise, c'est tout ce que nous on demande. Oui, et c'est vrai qu'il faut contrôler, qu'il faut aussi remercier le gouvernement pour cette affaire de 10 milliards qu'on investit dans la production intensive des produits céréaliers et maraîchers. Et seulement, il faut aussi demander à ce que ces fonds soient bien gérés, parce qu'il ne suffit pas de mettre des fonds à disposition pour subventionner un secteur et que cela ne soit pas géré à bon escient. Si ce n'est pas géré à bon escient, ça ne va pas impacter la population. Donc, mais je suis rassuré que avec le leadership de notre président, ce serait géré à bon escient et ça ferait le bonheur de toute la population. Et juste une question par rapport à la rareté ou à la pluviométrie. Il y a comme, en tout cas dans certaines parties du pays, où on observerait, je mets ça au conditionnel, une baisse de la pluviométrie. Donc c'est de nature quand même à impacter les récoltes. Oui, et c'est vrai parce que par exemple dans les collines, cette année la pluviométrie n'est pas au rendez-vous comme c'était les années passées. Et c'est ça, puisque aujourd'hui nous avons une agriculture basée sur la pluviométrie, et donc c'est gênant. Je ne sais pas si on peut réfléchir aussi à ça et voir comment on peut avoir une agriculture qui ne serait pas, qui ne serait pas dépendante, qui ne serait pas dépendante exclusivement de la pluviométrie, parce que ça aussi c'est un frein à la production intensive des produits. Lorsque il faut attendre, comme on dit, et ça fait aussi que la récolte vient en retard. La preuve, c'est que le maïs, si je parlais de septembre, octobre pour le maïs, normalement le maïs c'est déjà fin juillet, lorsque la pluie est au rendez-vous dans les collines. Mais cette année, c'est pas sûr que en fin juillet, on aurait le maïs déjà. Bon, je ne parle pas du maïs frais, bon, le maïs bien qui évidemment. est sec et qui est déjà consommable. Cette année, c'est pas sûr qu'on ait ça déjà fin juillet. Il faut attendre fin août, septembre, octobre même. Donc, vous voyez, tout cela agit parce que si le maïs tarde à venir, il y aura rareté. Le stock qui est là est en train d'être écoulé parce qu'on mange au jour le jour, on se nourrit au jour le jour. Donc, le stock est en train d'être écoulé. Et lorsque le commerçant, vous savez, c'est la loi de l'offre et de la demande. Le commerçant voit que la quantité diminue au jour le jour et il ne trouve pas encore à mettre, il augmente le prix de ce qu'il a. Le prix de la denrée. Du stock qu'il a. Il augmente le prix. Et tout cela aussi joue sur la flambée des prix aujourd'hui. Ce n'est pas une faute au gouvernement ou bien une faute, mais il y a aussi l'affaire de l'offre et de la demande, la rareté. Et c'est pourquoi moi j'insiste plus sur l'intensification de la production. Et le développement de l'irrigation. Je pense qu'on va en arriver progressivement parce que le tableau est là, il ne faut pas se mentir, il y a beaucoup d'efforts qui se font là par le gouvernement.
Parce que pour arriver à l'irrigation, c'est qu'il faut déjà avoir quelque chose qui est l'intrant nécessaire, qui est l'énergie. Parce qu'il faut avoir l'énergie pour le faire. Donc, régler déjà la question de l'énergie avant d'en arriver là. Cumuler maintenant à la question de la mécanisation de l'agriculture. Donc, c'est-à-dire que c'est une vision globale. Et je sais que, on le sait, qu'il y a beaucoup d'efforts qui se fait dans ce domaine-là. Par rapport déjà à la mécanisation, c'est-à-dire que le fait d'utiliser les engins diminue la force physique humaine et aller beaucoup plus avec les machines agricoles. Il y a déjà un effort de ce côté-là. Maintenant, par rapport à la pluviométrie, on en arrivera petitement quand on arrivera surtout à maîtriser la question de la production de l'énergie, que l'énergie sera disponible en quantité pour, au-delà des besoins qui sont les besoins domestiques, les besoins que nous avons déjà là, aller maintenant à l'industrie. Tout ça, ça fait partie de l'industrialisation, la transformation et tout. Donc, on en arrivera là. En plus du fait que, pour moi, à tout ça, ça ajoute que pour que cela soit complet comme ça, c'est que la question aussi ça va aussi régler d'une part la question de l'inondation. Parce que toutes ces eaux-là à la limite, qui ne serviraient pas à grand chose, c'est qu'il faut pomper ça, aller faire des réserves, ensuite pour pouvoir aller irriguer. Donc c'est toute une vision de la chose et je pense que dans le programme d'action du gouvernement, dans la vision déclinée, on va y en arriver progressivement avec les efforts qui sont consentis et qui se font déjà. Voilà ce qu'on pourrait dire sur cet indice harmonisé des prix de consommation qui nous avait été fourni par l'Instad pour le compte du mois de juin 2024. On va scruter ce qu'il en sera pour ce mois pour confirmer ou non si la baisse est actée. Si vous me permettez, je demanderai aussi c'est-à-dire, l'autre problème, moi, ce qui me gêne un peu, quand il y a de ces sujets-là qui sont préoccupants, parce que là, il s'agit de la question de la sécurité alimentaire. Vous ne verrez jamais les politiques s'intéresser à ces genres de débats. Ils sont là quand il y a la polémique, quand il y avait la cherté. On avait vu tout le monde, à la limite, c'est des questions que je n'oserais pas qualifier, qu'on pose au gouvernement à ce qui est normal. Les questions au gouvernement n'ont jamais réglé les problèmes. Oui, mais il faut bien des questions au gouvernement. Par rapport à ce qui est fait et non par rapport à... Les députés auraient eu tort de ne pas poser la question. C'est là, moi, je suis un peu gêné. Quand c'est comme ça, il faut aussi qu'il retourne constater que les prix investisseurs. Là, ils te disent que non, c'est le gouvernement qui est élu et que c'est lui à lui de régler les problèmes. On dit lorsque chacun protège sa tête et c'est ce qui t'arrange et que tu explicites à la face du monde. Comme ça ne les arrange pas, les politiques aujourd'hui. Vous voulez qu'ils viennent saluer le fait avec les chacun tire le tas de son côté. Quand c'est bien, quand il y a quelque chose, quand il y a un progrès, quand on apporte des solutions comme ça au problème, il faut aussi reconnaître ça et il faut à sa juste mesure. Oui, c'est vrai, il faut saluer ça à sa juste mesure, mais laisse-moi te dire que nous sommes en politique et en politique, chacun tire le drap de son côté. Voilà. Et le fait de venir saluer ce truc-là, c'est comme si ça diminue leur électorat à eux. Je ne dis pas de venir remercier le gouvernement pour ce qu'il a eu à faire, mais de voir est-ce qu'au moins en termes d'efficacité, est-ce qu'on a eu un résultat. Encore que pour pouvoir le faire, il faut avoir un programme qui tient compte de ces... Il faut attendre peut-être d'évaluer sur quelques mois cette baisse-là afin de la confirmé. Nous allons brancher sur le second sujet de ce soir. Les forces armées béninoises, le ministère de la Défense s'est engagé dans un processus depuis 2020 visant à détruire environ 300 tonnes des stocks nationaux de munitions obsolètes. On sait que c'est une tâche très, très, très délicate. On en a eu la preuve il y a quelques mois par cet incident survenu à Tofo et qui a coûté la vie à quelques soldats. Cette fois, il y a eu une première partie qui a été détruite, 2 tonnes environ de munitions, de stocks d'armes et de munitions qui ont été détruits à Dan, avec l'appui de la coopération américaine. Voilà, ce type de
les raisons qui ont été évoquées, c'est prévenir la diversion des stocks nationaux et surtout la sûreté des dépôts d'armes. Oui, vous savez, c'est évident. Vous savez, lorsqu'il y a des armes obsolètes comme ça qui sont stockées, et les gens ont tendance à, bon, avec ce qui se passe aujourd'hui, l'insécurité aujourd'hui, ça ne laisse pas le choix. Et parce que l'insécurité aujourd'hui est assez grandissante, ce qui fait que on a peur que ces stocks-là, les gens puissent aller puiser dedans pour s'en servir. Et lorsque on détruit ces stocks, je pense que c'est pour la sûreté et la sécurité de la population elle-même. Et il y a aussi le fait que nous avons le terrorisme aujourd'hui qui est à nos portes. Et vous savez, parmi, comme l'a dit... Le terrorisme n'est pas à nos portes, on vit avec le terrorisme. Bon, disons ça comme ça. Il y a longtemps que le terrorisme... Disons ça comme ça. Oui. Bon, et vous savez, comme l'a dit comment on dit, le général comment il s'appelle? Le chef d'état-major, le général Baguidi? Non, ce n'est pas le général, le général Biyan. Oui. Et comme l'a dit le général Biyan, il a dit que parmi les modes d'action des terroristes, c'est de mettre la main sur, comment on dit, les stocks des gouvernements. Et ça va leur profiter. Donc, il faille détruire ces munitions et armes obsolètes là, pour ne pas tomber dans ce... que ces armes ne soient pas diverties. Pour ne pas voilà. tomber dans ce piège-là. Oui, voilà le mot qu'il fallait. Okay. Ne pas tomber dans ce piège. Voilà. Mohamed Diamidi, il en va de la sécurité certainement des forces armées elles-mêmes, puisque l'utilisation de munitions, non pas quand des munitions obsolètes, non pas qu'elles ne soient plus en capacité de servir, mais ça montre des signes de défectuosité qui peuvent mettre en danger même la sûreté des personnes, du personnel qui l'utilisent, donc il faille s'en débarrasser. C'est absolument clair, parce que les armes, ça se conserve dans des conditions données et pour une durée donnée. Et donc, que ce soit par utilisation ou par non-utilisation, quand on en arrive à ce que les armes deviennent vieilles ou obsolètes, je pense que la chose la plus logique à faire, c'est de s'en débarrasser dans les conditions qu'il faut, avec les moyens qu'il faut, pour s'assurer aussi que ça ne va pas créer d'autres problèmes à la longue, compte tenu du fait que c'est fabriqué avec des produits. Et donc, ça devrait être fait, c'est fait, et c'est fait dans les conditions qu'il faut pour que ce qui est arrivé... Une partie, on est à 2 tonnes. Pour que ce qui est arrivé la dernière fois avec les 4 Adam, ne se reproduise pas. Et donc, on le fait maintenant avec aussi des conditions de sécurité pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, cela, il va de la sécurité aussi bien des forces armées qui sont appelés à utiliser les armes, et de la sécurité de l'État et donc du pays entier, je dirais. Donc voilà. Maintenant, pour moi, c'est aussi du fait que, parce que on ne peut ne pas avoir une corrélation, parce que là, on a dû faire appel, de toute façon. Là, on a l'aide des Américains pour pouvoir le faire. Donc, ça veut dire que ça demande une certaine expertise, une certaine ingénierie. Donc, à partir de ce moment, bon, pour moi, c'est pour éviter toute polémique. Cela peut se comprendre à partir du moment où nous ne fabriquons pas des armes, nous n'avons pas une industrie de fabrication d'armes ici. Donc, il va de soi que ceux qui fabriquent les armes soient plus à même, soit ceux qui sont le plus aptes à savoir comment les détruire. Des destructions en toute sécurité, en toute sûreté, ce qui peut justifier donc... Et surtout, ça demande beaucoup de précautions logistiques, d'investissements financiers. Qui
que nous n'avons pas, ou bien que nous n'avons pas prévu. Donc, ce qui justifie alors cet apport-là de nos partenaires. Et pour moi, c'est aussi l'occasion de rappeler que des partenariats, il en faudra toujours, et on en aura toujours besoin. Pour dire à ceux qui pensent que ça doit être certain, que ça ne doit pas être d'autre, que le choix est libre. Le choix est libre. Le choix est libre et on doit pouvoir le faire. Quand on a besoin pour en arriver là, enfin, pour s'assurer que l'opération se passe bien, on va quand même pas originer cela pour beaucoup des prétextes fallacieux. C'est juste pour dire en réalité qu'on ne vit pas en vase clos. Nous sommes dans un monde connecté. On aura toujours besoin de partenariats, toujours besoin de l'apport des autres. Pas que nous-mêmes, nous ne puissions pas le faire, mais jusqu'à un moment donné, et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas une industrie de fabrication d'armes ici. Donc, on aura toujours besoin de eux, ce qui va amener à des partenariats. Parce que je n'en doute pas que c'est dans le cadre de notre partenariat avec les Américains qu'on a pu avoir ça. Parce que ça a un coût. On a parlé de logistique et de se dire ça a un coût. Si on devrait le faire, ça a un coût. Donc, dans le cadre d'un partenariat, ça peut aussi se faire de sorte à ce que les coûts soient, je dirais, même pour ne pas dire complètement inexistants. Voilà. Donc, voilà des aspects de la chose qui sont subtils pour moi pour dire que les partenariats, ça existe et ça existera toujours. Donc, il ne faut pas toujours que les gens fassent des polémiques inutiles pour des choix que les pays sont appelés à faire. Pour une opération de la sorte, est-ce que les forces armées béninoises ne font pas une fois de plus preuve de transparence, puisque de telles opérations d'habitude se font sous boisseau. Par exemple, pour Tofoa, il a fallu que l'incident se produise pour qu'on en soit informé. Là, les forces armées prennent sur elles de faire l'opération et de mettre tout le monde au courant. Il y a dû avoir des précautions prises dans cette localité de temps. Ça a été médiatisé. Mais ça va de soi, parce que, vous savez, avec le gouvernement actuel, on veut tout faire dans la transparence. Et vous allez voir aussi qu'au niveau de la transparence, on a été noté. Et le Bénin ça, c'est pour le budget. Oui, pour le budget. Ça veut dire que le gouvernement ne le fait pas seulement sur le plan économique, il le fait aussi sur d'autres plans. Donc, ça veut dire la transparence est un tremplin pour nous au Bénin aujourd'hui, avec le gouvernement de la rupture. Et ce que moi j'ai aimé dans cette affaire, c'est que nos partenaires américains qui sont venus ne sont pas venus seulement nous aider à détruire les armes, ils sont venus nous apprendre à comment le faire plus tard, parce que vous allez voir que dans le contrat, il y a eu une formation des forces armées à la détérioration, à la destruction des armes et des munitions obsolètes plus tard. Donc, c'est déjà une capacité qu'on est venu qu'on est venu nous ajouter, que nos forces armées viennent d'acquérir. Donc, c'est quelque chose à louer, que dans ce partenariat-là, qui est aussi la phase de formation, de renforcement de capacité et de transfert de compétences. Donc, aujourd'hui, c'est bien qu'il y ait de la transparence dans les choses, et c'est bien aussi qu'il y ait de transfert de compétences pour que demain, nous soyons à même de prendre ça en charge. Et ça là, nous n'aurons plus cet incident de Tofoa, parce que c'est parce que peut-être il y avait manque de capacité, de compétences pour le faire dans les normes, qui a fait qu'on avait eu cet incident autrefois. Et pour ne pas en arriver là, on a mis les moyens qu'il faut, on est allé chercher les compétences là où c'est eux qui fabriquent les armes. Les Américains, on en discute. Et personne ne peut dit que c'est du leurre. On n'en fabrique pas ici. On n'en fabrique pas ici. Donc, pas pour le moment. Pas pour le moment quand même. Mais aujourd'hui, peut-être, puisque le pays est en train de mettre et de se mettre sur les rails de l'industrialisation, on peut en arriver là, puisque aujourd'hui, tout le monde sait que le Bénin est sur la voie de l'industrialisation, et on peut en arriver là demain. Et si déjà on a déjà des compétences et des transferts de capacités,
ça pourra nous aider plus tard. Oui, vous voulez réagir sur la transparence? Oui, même si je précise que l'industrie militaire, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, parce qu'il faut d'abord l'ingénierie qui a derrière ça, qui suppose la compétence, qui suppose le savoir et suppose aussi la recherche très poussée. Parce que c'est l'innovation qui nous amène jusqu'à ce point-là. Mais ce que je tiens à dire, c'est que, bon, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que ça aurait pu se faire sous boisseau, mais on a tenu quand même à médiatiser cela. Comme tout ce qui touche aux forces armées. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la République. Heureusement qu'il y a des gens qui sont chargés de faire en sorte que ça se passe bien. C'est de cette façon aussi qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se passent dans la République dont on n'est pas forcément au courant. Mais il y a des gens qui sont là, qui font en sorte que ça se passe comme ça doit se passer. Étant donné l'incident qui est arrivé la dernière fois à Tofor, pour rassurer tout le monde, le minimum qu'on devrait faire, c'est de montrer ce qu'on a montré là. Non seulement sur le point du fait que ce qui devrait être fait, qu'on n'a pas pu et qui a causé des dégâts, est en train d'être fait, mais avec, comment je vais dire, l'expertise, la sécurité, la sûreté nécessaire. Bon, non pas qu'on n'a pas pu, mais qu'il y a eu des incidents en cours de parcours. Évidemment, donc, oui, ce qui, par ailleurs, aurait créé... En cours de processus qui a créé des pertes en vies humaines. Que cela est en train d'être fait avec la sûreté, la quiétude et les moyens, l'expertise nécessaire pour qu'on puisse avoir le résultat attendu. Et que les gens s'assurent désormais, puisque c'est quelque chose qui doit être fait périodiquement. Donc, il y a que les gens s'assurent désormais qu'on pourra le faire. On est en train d'apprendre à le faire, d'acquérir l'expertise nécessaire pour le faire et que désormais on pourra le faire sans trop de quiétude. Bon, en même temps, cette opération ne pourrait pas le faire réellement sous boisseau parce que c'est dans une localité. Que les gens soient chez eux et entendent des détonations, 2 tonnes de munitions et d'armement, ça fait quand même du bruit. Donc il était tout à fait normal qu'on puisse les faire ajouter au fait qu'il faut rassurer par rapport à ce qui se fait la dernière fois. Et comme il y a l'aspect aussi formation, ça permet à tout le monde de savoir que nous sommes en train d'acquérir cette expertise-là qui est nécessaire pour nos forces armées et à l'avenir. Donc, de mon point de vue, globalement, voilà certainement ou probablement l'idée dans laquelle ceux qui ont à charge cette opération-là. Voilà, l'autre objectif affiché, c'est garantir la sûreté des dépôts d'armes. C'est très important. Grosso modo, pour les néophytes, ceux qui n'en savent comme nous, qui ne savons pas grand-chose, poudrière, en tout cas, là où on détient les armes. On a tous en mémoire, il y a peut-être plus d'une quinzaine d'années, ce qui est arrivé à Brazzaville avec une détonation de la poudrière qui a engendré beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, travailler sur la sûreté des dépôts d'armes, c'est donner des garanties aussi à la population, puisque ces grands bâtis militaires ne sont pas si loin que ça des agglomérations. C'est évident, puisque on sait, bon, vous venez de, enfin, il y a un élément dans ce que vous avez dit qui me permet de reprendre la question. Étant donné cette forme de proximité qu'il y a avec les lieux de dépôt et les habitations, je pense que le fait de cette façon rassurer tout le monde pour s'assurer qu'un jour, en tout cas, le risque est moindre qu'on puisse se veiller un jour ou qu'en pleine nuit, des détonations partent et qu'on ne sache pas réellement ce qui se passe et que ça parte dans tous les sens. Donc, cela est rassurant aussi bien pour les populations que ceux qui sont chargés aussi de la manipulation de ces armes-là. Donc, les forces armées, l'État, la population, tout le monde gagne dans cette manière de faire. Ça apporte plus de sûreté et de quiétude. C'est important de le faire de cette façon, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui doit arriver, qui est périodique, qui doit arriver. Les armes d'aujourd'hui qui sont nouvelles là maintenant, qui répondent à la technologie d'aujourd'hui, quand peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans, deviendront obsolètes, il faudra encore le faire et on ne va pas recourir chaque fois à l'expertise étrangère et qu'on a peut-être venu d'ailleurs pour le faire. Donc, on va acquérir l'expertise qu'il faut et s'assurer qu'on pourra le faire nous-mêmes dans les conditions qu'il faut pour que tout se passe bien dans la République. Cela, il va de la sûreté du pays. Voilà, pour finir, c'est une telle opération garantit non seulement la sûreté des dépôts d'armes, mais garantit également la sécurité des citoyens. Oui, évidemment, ça garantit la sécurité des citoyens, puisque si ces armes obsolètes ne sont pas détruites, et
ne sont pas détruits, ça peut engendrer des accidents. Et ces accidents vont causer des dégâts, et des dégâts tant dans le camp militaire que dans les agglomérations qui sont à proximité. Donc, ça garantit. Et, comment on dit, la sûreté, des arsenaux nationaux. Et nationaux, et puis la sûreté des populations environnantes. Et c'est à juste titre qu'il faille le faire. Sinon, bon, on ne sait pas ce qui adviendra. Ce qui peut arriver. Non, on sait un peu ce qui peut arriver. Parce que si c'est là, et que c'est obsolète, et qu'on ne détruit pas, ça veut dire que à tout moment, ça peut laisse péter. la possibilité que cela sert à d'autres usages que l'on ne maîtriserait pas. Et ça peut créer beaucoup de dégâts. Ce n'est pas tout pour la sûreté. Il faut le faire tout simplement. Je pense que c'est voilà, l'objectif c'est 300 tonnes d'armes et de munitions à détruire pour les forces armées béninoises. On va bien évidemment suivre cette opération. C'est une partie autour de 2 tonnes qui ont été détruites il y a quelques jours dans la localité de Dan. C'était la première le 10 juillet avec le 10 juillet passé, le mercredi passé. Voilà, avec l'assistance de l'expertise américaine. Voilà, nous allons suivre ce dossier, bien évidemment. Voilà, nous allons nous arrêter là pour le compte d'aujourd'hui. Merci, Mohamed Yamidi. Merci à vous. Vous êtes analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Razak Adjobo, juriste. Merci à vous. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là aujourd'hui pour le compte de ce forum d'échange. Ça se discute. Nous avons parlé de la baisse de l'inflation, les prix des produits de consommation, produits de première nécessité, comme on les appelle, selon l'ISTAD, sont en baisse. Pour le compte du mois de juin 2024, on verra bien ce qu'il en sera pour le mois en cours. Et nous avons parlé également de cette opération de destruction du stock d'armes et de munitions des forces armées, de munitions obsolètes des forces armées béninoises. Voilà, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte X ETélé Live, et continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin. ETélé avec vous pour vous.